Bah, j'étais dans mon élément, j'ai été jusqu'au bout de mon étape. Et à ce moment-là, donc, on passe au délibéré pour ça, c'est la demi-finale, donc pour savoir si on va en finale. Donc je gagne, donc bon, je suis heureux comme tout. Et t'as les retours de juges à ce moment-là. Ils disent que depuis le matin, en fait, je suis le premier qui fait l'unanimité. C'est-à-dire que t'as 5 juges et que tout le monde a dit, en fait, il n'y a pas photo, c'est lui le meilleur burger. La finale se déroule, bah j'ai gagné. Et là, j'en reviens pas. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode Hopcast. Aujourd'hui, je suis accompagnée du champion de France de burger. Rien que ça. Rien que ça. Bienvenue Mathias. Merci. Merci d'avoir accepté l'interview. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Qui es-tu pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, je suis Mathias Carré, j'ai 31 ans et donc du coup, je suis champion de France de burger 2023. Je suis le chef et le gérant d'un restaurant qui s'appelle le Red Bear Burger qui se situe à Compiègne. Et donc, ça fait maintenant 16 ans que je fais de la restauration. D'accord. Et comment tu as commencé? C'est quoi tes débuts? Alors, ton parcours depuis les études, on va dire. Alors, les études, ça va être un grand mot avec moi. Ah, mais c'est pas grave, ça veut rien dire, mais bon. Mais du coup, j'avais un rêve quand j'étais jeune, comme beaucoup de jeunes à mon époque et là où j'ai grandi, c'était de devenir footballeur, parce qu'on rêvait tous de s'en sortir comme ça. Où c'est que Alors, j'ai grandi à Creil dans l'Oise, dans une cité. Et donc, du coup, le sport, c'était le moyen de nous échapper, en fait, de notre quotidien. Donc, j'étais très focus là-dessus, sur le football. Et bon, pour ceux qui connaissent la rêve, ça va faire beaucoup rire, mais j'ai fait la fameuse rupture de ligament croisé. Ah, c'est le truc courant chez les footballeurs? Bah, c'est ça qu'on utilise comme excuse quand ça n'a pas marché, mais moi, c'est pas une excuse. C'est vrai, c'est ça? C'est véritablement ça. Ok. Et à ce moment-là, en fait... T'avais vraiment... T'étais allé loin? Ouais, je commençais justement à faire des tests pour intégrer des centres de formation. Ok. Alors, du coup, toujours en France. J'envisageais de partir à l'étranger parce que ça devenait compliqué en France. Ok. Et puis à ce moment-là, il y a eu cette fameuse blessure et du coup j'ai eu du mal à m'en remettre psychologiquement déjà dans un premier temps. Moi j'allais te dire, on en rigole, mais... Voilà, bon si, maintenant on peut rigoler. Maintenant on peut rigoler. Mais véritable coup d'arrêt. J'avais mes parents qui s'inquiétaient pour moi à ce moment-là, parce qu'ils savaient que c'était mon objectif numéro 1. Et... C'est bien qu'ils t'aient encouragé dans ce que tu voulais faire. Ouais, après, je pense que les parents sont là pour encourager les enfants dans leur passion, tant que ça reste terre à terre et qu'on s'en donne les moyens. Donc j'avais la chance d'avoir des parents qui soient derrière moi à ce niveau-là. Ouais, c'est clair. Et qui ont commencé à s'inquiéter après ça. Pas tous, je t'avoue, pas tous. Pas tous les parents. C'est vrai? Ouais, c'est vrai qu'il y en a, pour être footballeur, c'est pas un métier, j'ai envie de dire, tu sais... qui rentre un peu dans les cases, quoi, tu vois. Oui, alors après, il fallait que j'ai quand même des résultats corrects à l'école parce qu'ils savaient qu'il fallait préparer l'après aussi, on sait jamais ce qui pouvait arriver. Et ils ont eu raison, parce qu'après ils se sont inquiétés en se disant mais qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas le faire. J'avais à peu près 9 mois de convalescence en totalité. 9 mois, c'est long quand on est jeune, surtout quand on vit ces rêves-là. Et puis ils m'encourageaient aussi à penser à autre chose. Commencer à penser à autre chose en disant c'est bien, on verra si ça va marcher. Oui, bien sûr, ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait si ça marche pas, voilà. Et j'avoue que j'avais aucune idée parce que c'était mon objectif premier. Et puis t'avais pas du tout d'autres passions là à ce moment-là, t'avais vraiment même pas la cuisine en tête. C'est justement si, mais inconsciemment du coup, parce que j'aimais bien manger. J'ai une mère qui est guadeloupéenne et j'ai un père du coup qui est breton. Donc j'ai grandi à travers la cuisine traditionnelle française et les épices des îles. J'ai toujours aimé aider ma mère pendant les grands événements, les grands repas, etc. Et j'avais des bouquins de cuisine aussi déjà. Et puis j'ai commencé à m'intéresser à ce métier-là en me disant pourquoi pas. C'est super intéressant. Comment on peut faire. Et comme l'école, bon, je me donnais... J'étais pas un cancre à l'école. J'étais un élève moyen, mais l'élève moyen qui sait qu'il peut faire plus, mais flemme. Voilà. Ouais, t'es celui qui pas besoin d'apprendre ses leçons. Voilà, non, pas à ce point-là, mais tu sais, celui qui se contente en fait d'avoir un peu plus que la moyenne pour passer dans la classe suivante et puis basta. Et qu'on te fasse pas trop chier. Voilà, c'est ça. C'était surtout ça. C'est clairement ça. Donc, du coup, je voulais pas continuer l'école pour faire de la restauration. Et à l'époque, c'était un peu tabou. Je voulais faire un apprentissage.
parce que ça me permettait de continuer un peu l'école, mais d'être tout de suite dans le milieu professionnel. Je sais pas si tu l'as dit, mais à partir de quel âge du coup? Là, il a fallu que tu trouves... 16 ans. 16 ans. Enfin, à l'aube de mes 16 ans, parce que moi je suis en fin d'année, donc j'avais toujours un an de retard par rapport aux autres. Tu sais ce que c'est, team fin d'année? Ah ouais, voilà. C'est quand ça 18 décembre. Eh ben 30, voilà. Comme ça, c'est la toute fin d'année. Ah oui, t'es vraiment fin d'année. Au bout du bout. Donc voilà, j'ai été voir une conseillère d'orientation qui me disait mais non, allez en voie générale, vous avez les capacités. Et moi je disais c'est ça que je veux faire, c'est un apprentissage. Et puis je me suis retrouvé du coup à 15 ans à devoir trouver un patron, faire des CV, lettres de motivation. J'ai très vite trouvé un patron et puis voilà, lancé dans le milieu professionnel de la cuisine. De la cuisine. Et comment? Et donc, tu as fait quoi du coup? CAP, c'est quoi? Alors, j'ai fait un CAP. J'ai fait un pré-apprentissage de quelques mois parce qu'à mon âge, j'avais pas le droit de tout de suite commencer un apprentissage. Moi, tu vois, j'avais eu droit à une dérogation. D'accord. Pour le CAP coiffure. Ouais. Moi, j'avais... Ah ouais, t'avais 15 ans? Ouais. Ah ouais, mais moi, j'avais 14 ans et demi, je crois. Il m'avait accepté pour, tu vois, 4 mois. Alors, ouais. J'avais droit à une dérogation, tu vois. Peut-être que ça dépend aussi du milieu, parce que tu sais, dans la restauration, tu travailles de nuit aussi, etc. Ah, t'as raison. Donc, je pense que ça joue. Et puis, tu es au contact d'objets tranchants, d'alcool aussi. Oui, aussi. Donc, je pense que ça doit jouer. Pour la vente d'alcool et tout, ouais, t'as raison. Je suis pas sûr. Ouais. Bon, si vous savez dans les commentaires, dites-nous. Non, c'est pas. Mais voilà, donc j'ai commencé par ce pré-apprentissage, et puis après, tout de suite, j'ai enchaîné avec l'apprentissage dans la cuisine traditionnelle. Pour moi, c'était l'endroit parfait pour apprendre les bases. Et puis, c'est là que je me suis rendu compte que c'était un métier très, très compliqué. Ah oui. Parce que beaucoup d'heures, la chaleur, très peu de reconnaissance aussi. Parce que voilà, quand on est jeune, on ne court pas tout de suite après l'argent. Donc, j'étais un peu déçu de la reconnaissance. C'est mal payé, au début. Quand tu es en apprentissage, ouais. Enfin, j'ai connu, moi, l'apprentissage en coiffure. On fait toujours un peu, tu sais, le passer de balai et tout. Mais vous, c'est pareil, la vaisselle, la éplucher les légumes. Enfin, voilà, on commence par là. Sauf que moi, j'en voulais tout de suite plus. Hein. C'est-à-dire que dès qu'on me donnait tout le travail ingrat, je me dépêchais de le faire pour pouvoir montrer que j'étais disponible et faire ce qui m'intéressait. Et je suis tombé dans des maisons aussi très compliquées. Je suis pas dans la victimisation, etc. Absolument pas. Ouais, bien sûr. Mais c'est bien expliqué. Dans des maisons compliquées où, les blacks en cuisine, il y en avait pas beaucoup à mon époque. Et du coup, voilà, on me poussait un peu à bout pour voir si j'étais fait pour ça aussi. Tu dirais qu'il y a du racisme? Dans ma première maison, ouais. Ouais, tu l'as ressenti, non, mais tu peux Bon, j'ai eu les phrases aussi. Ça existe encore, malheureusement, en 2024. Non, alors c'était il y a 16 ans, donc voilà, 2024, il y a 16 ans, ça a encore évolué. Ouais, mais bon. Ouais, je pense qu'encore aujourd'hui, malheureusement, t'en as, tu sais, ça encore... Ouais, en grandissant, tu vois, c'est pour ça que je précisais que je suis pas dans la victimisation. Je pars du principe que des cons, il y en a partout. Ah ouais, et que des mentalités, il y en a 1000. Et qu'à partir du moment où on prend le temps de s'y attarder, c'est là où ça nous blesse. Oui, c'est vrai. Je dis pas que j'y suis plus du tout exposé, mais maintenant, ça rentre par là, ça sort par là. Et puis moi, je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais. Oui, bien sûr. Du coup, ça me touche absolument pas. Ok. Donc, par contre, à 15-16 ans, c'est encore autre chose. Oui, oui, et puis c'est les premières fois. Oui, je comprends que tu l'aies mal vécu. C'est le premier travail. Voilà. Et puis on est jeune, donc j'avais le droit à des réflexions. J'étais quelqu'un de très maladroit aussi. Ah ouais? Ouais, très maladroit avec mes mains. Je faisais tomber souvent des choses, etc. Et un jour, c'était le premier craquage dans le métier parce que je donnais tout, malgré les réflexions, malgré qu'on me pousse à bout. Je considère vraiment que j'étais de bonne volonté. Ouais. Et j'avais un tic, c'est que j'avais tellement de choses à faire que j'oubliais souvent les toasts au four. Donc ils étaient un peu trop toastés. On parle pas de brûler, mais un peu trop toastés. Ouais. Et puis un jour, le chef il a sorti la plaque du four et il m'a brûlé volontairement le bras en me disant cette fois-là, tu l'oublieras plus maintenant. Et là j'étais au bout, je suis rentré chez moi en pleurs en disant je comprends pas à ma mère, je dis je fais tout, je donne tout, j'aime ça et voilà, j'ai l'impression d'être maltraité, d'être traité comme un chien, etc. Mais je voulais pas arrêter, mais je me rendais pas compte qu'il suffisait peut-être juste de changer de boîte. J'allais te le dire, juste changer de patron. Ouais. Juste changer de boîte. Des fois, on se correspond pas, autant l'un que l'autre. C'est ça. Et lui méritait peut-être pas ton travail. Ouais, aujourd'hui, je pense que c'est lui qui méritait pas que... Il méritait pas que tu sois là. J'espère qu'il regrette aujourd'hui. Ouais, j'espère qu'il voit tout ce qui s'est passé depuis. Ouais, c'est clair. Mais j'ai changé de boîte sans en faire d'histoire parce que voilà, je savais très pertinemment que ça servirait à rien. Moi, je voulais continuer à évoluer. Ouais, les personnes comme ça, généralement. Non, voilà, faut pas leur donner de l'importance. Ouais. Et je suis tombé dans une boîte qui était tenue par une femme
qui tenait ça, mais à bout de bras. Une femme qui était célibataire avec un enfant. Moi, je suis arrivé là. Elle gérait tout toute seule. Elle gérait un bar-restaurant. Ah ouais. Dans une campagne, mais avec les piliers de comptoir qu'on peut avoir dans les campagnes, etc. Et pour moi, c'était une reine la première fois que je l'ai rencontrée, parce qu'elle avait un tempérament de dingue, un dynamisme de dingue, et je voulais même pas savoir qui y avait en cuisine, que je savais que je voulais travailler avec cette dame-là. Ah ouais. Parce qu'elle était dynamique, enfin voilà. Oui, là, le feeling y était, tu savais. L'énergie était bonne, quoi. Ouais. Donc, il s'avère que du coup, j'ai été travailler avec cette dame, que j'ai longtemps considérée comme ma mère au final, parce que j'ai travaillé pendant 3 ans avec elle pour finir mon apprentissage. J'ai vu son fils grandir, on se voit encore aujourd'hui. Ouais, voilà, adorable comme tout. J'ai appris beaucoup de choses auprès du chef, donc il y avait aussi ses dérives, mais c'est pas grave, je passais encore. Mais c'est un peu ce milieu de cuisine, non? Ouais. C'est un milieu un peu macho, un peu violent. Je pèse mes mots en disant ça. Enfin, voilà, quand je dis violent, on se comprend. Voilà, c'est très bien que c'est mais voilà, c'est un peu un... Faut faire sa place, quoi. C'est exactement ça. Sauf que, moi, j'ai vécu essentiellement avec ma mère et 2 de mes sœurs. Donc le machisme, ce genre de choses, chez moi, ça existe absolument pas. Mais bien sûr. J'ai un profond respect aussi pour la femme. Donc du coup, j'étais quand même dans un milieu qui était pas totalement mon univers au final. Moi, j'aimais la cuisine, mais à chaque fois, dans toutes les boîtes où je suis passé, il y avait toujours cette mentalité qui a beaucoup évolué aujourd'hui. Ouais, quand même. Ouais. Sur tout ce qu'on voit, etc. Maintenant, la femme a une véritable place enfin dans la cuisine. Et puis voilà, on sait enfin et on le voit enfin que elles étaient pas moins douées que nous et elles le sont même plus que nous. C'est sûr. Elles ont toujours été minutieuses. Elles sont beaucoup plus délicates dans ce qu'elles font. Leurs idées ne sont jamais les nôtres. Enfin voilà, je trouve que voilà, tout le monde a pris une place importante dans ce métier-là et on est tous là pour le faire évoluer maintenant. Ouais, c'est bien. Et du coup, quand tu as fini ton apprentissage là-bas, tu as continué chez elle ou... Alors, elle m'a mis un peu dehors. Elle t'a mis un peu dehors. Alors, elle m'a mis un peu dehors et c'était parce qu'elle voulait mon bien en fait. Dans le sens où voilà, elle savait le potentiel que j'avais. Elle se rendait bien compte que j'étais arrivé au maximum ici, voilà. Et elle m'a fait comprendre qu'il était temps d'aller voir ailleurs, de pas rester cantonné là. Donc, je l'ai mal vécu dans un premier temps, parce que tu étais attaché aussi peut-être à la personne, au lieu. Voilà, à la personne, au lieu. Et quand on change d'habitude, c'est compliqué aussi. C'est ça. Oui, il faut se remettre en question. Ouais, c'est ça. Donc, à ce moment-là, je suis parti, et là, je suis rentré dans mon premier gros établissement, qui était un château, donc un château 5 étoiles où il y avait plusieurs cuisines, une cuisine banquet, une cuisine gastronomique. Là, on n'était plus 3 en cuisine, on était une vingtaine. On faisait au banquet. Ça devait être un rush de mais c'était... Alors moi, je qualifie cette période c'était l'Afghanistan. Ah ouais. Ah ouais. Clairement, quand on rentrait dans la cuisine le matin, on allait au front. Hein. On avait au banquet, parce que j'ai commencé par là. C'est tout ce qui est séminaire, mariage, baptême. J'ai fait des week-ends à plus de 1200 couverts avec 6 personnes. Hein. Donc, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. J'avais 18-19 ans à cette époque-là. Donc, c'est combien d'heures en cuisine, ça combien d'heures en cuisine Je t'avouerais que je me suis jamais amusé à les compter. Je peux pas faire partie de ces gens qui disent je faisais 60 heures par semaine. Je sais pas. Ouais, je crois que c'est même pire quand tu sais même plus les compter. Quoi. Je prenais ma douche, je rentrais chez moi, je dormais en général 5-6 heures, je prenais une douche et puis je retournais au boulot à chaque fois. Mais j'aimais ça. Donc aussi beaucoup de produits à disposition que j'avais pas aussi par le passé. Parce que là, oui, c'était du gastro 5 étoiles. Donc alors là, pour l'instant, je suis sur la partie banquet, c'est-à-dire que je fais... Banquet, c'est très belles assiettes, mais t'es plus sur le traditionnel, voilà. Okay. T'es pas encore sur la gastronomie, comme un restaurant gastronomique. Okay. Donc j'ai fait mes armes. Mon but premier à moi, en rentrant dans cet établissement, c'était de passer à la cuisine qui était juste au-dessus, qui était la cuisine gastronomique. Ça t'intéressait, le gastro ? Oui, c'était mon objectif numéro 1. En rentrant là-bas, c'est la seule place qu'il y avait quand je suis rentré. Et je me suis dit, c'est pas grave, tu prends celle-ci, tu montres ce que tu sais faire, t'attends qu'il y en ait une qui se libère, et dès qu'il y en a une qui se libère, tu dis, je veux aller là-haut. Et pourquoi en tant que cuisinier, c'est juste parce que tu vas monter en niveau ou parce que tu vas apprendre d'autres choses, de monter en gastronomie ? Alors, tu vas apprendre d'autres choses, tu vas apprendre d'autres techniques, et tu vas avoir accès aussi à des produits encore un peu plus nobles.
Comme le caviar, tout ça, moi, je connais pas beaucoup. Ouais, je sais pas, au caviar, au homard, ou après, tu as des multitudes de choses. Enfin, ne serait-ce que le safran ou ce genre de choses. Enfin, c'est pas à proprement dit les produits les premiers auxquels on va penser, c'est juste une cuisine totalement différente. Un véritable univers selon le chef avec lequel tu travailles. Et c'était vraiment de ça que je voulais m'imprégner pour continuer à faire de l'expérience, tout simplement. D'accord. Une place s'est libérée. Voilà, donc après, tu es monté. Et donc, je suis enfin monté à l'étage. Et au bout de combien de temps ça a mis 1 an et demi. Ça a mis 1 an et demi. Et petite aparté, entre-temps, à l'âge de 19 ans, du coup, je suis devenu papa. D'accord. Voilà. Alors, oui. Ouais, donc, surtout avec un boulot. Voilà, donc avec un boulot prenant où je faisais beaucoup la fête. Quand même, dans ces peu d'heures restantes. Oui, parce que après tu as aussi 19 ans. C'est ça, j'ai aussi 19 ans, j'ai un salaire, donc j'en profite, et donc du coup, je fais la fête. Oui, et puis on a envie de, on a envie de profiter aussi. C'est ça. Donc ouais, je suis devenu papa. C'était pas totalement voulu. Ouais. Aujourd'hui, il est là. Il est là et j'en suis très content. Et pour rien au monde, si je pouvais retourner en arrière, je ferais les choses autrement. Bien sûr. Mais bon, bah voilà, ça m'a obligé aussi à mûrir très très rapidement, à me focaliser énormément sur mon travail, parce que j'étais plus tout seul. Bien sûr. Qu'au-delà de mon avenir, maintenant, je pensais aussi au sien. Donc il a fallu très rapidement que je devienne bon dans ce que je fais pour très vite évoluer. D'accord. Voilà. Donc là, après, tu es parti en gastro. Donc je suis parti en gastro. J'ai fait 1 an en cuisine gastronomique où je suis passé un peu en pâtisserie à la fin pour dépanner parce qu'on voyait que j'en voulais toujours plus et que j'étais capable. Vraiment éparpillé. Ah ouais, j'ai fait de tout. Dans la restauration, j'ai fait de tout et c'est surtout que j'étais demandeur. Donc, oui, tu voulais aller voir toujours plus. Et dans ces métiers-là, à mon époque, quand on en veut beaucoup et qu'on en fait beaucoup, on nous en donne beaucoup. Voilà, ouais. Et puis toi, je vais t'en donner. Tu veux faire ça? Tiens, on te donne aussi. Ouais. Donc ouais, j'ai fait de la pâtisserie, etc. Et puis j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out. Voilà. Parce que Mathias, il veut toujours tout, il veut toujours trop en faire. J'allais te demander, mais comment t'as tenu? J'ai tenu le temps que je pouvais, et puis un jour, j'ai dit stop. J'arrête. Trop de poids sur les épaules. Ouais, trop de pression, trop de fatigue, je pense aussi. Trop jeune. Mais jeune papa. Voilà, trop tôt, tout. Un peu tout. Suite, trop jeune, tout. Enfin, voilà. Oui, non, mais je pense que t'es pas le seul. Non. Et puis, tant que ça nous arrive pas, on sait pas trop, en fait, ce que c'est. Et puis, quand on se lève et qu'on n'a vraiment pas envie de travailler, Surtout quand t'es devenu passionné. Au départ, ça l'était pas, mais ça l'est devenu. Ça l'est très vite devenu. Quand tu manges plus, quand tu dors mal. Ouais. Enfin, je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive, en fait? Je comprends pas, parce que j'ai quand même un tempérament, entre guillemets, de guerrier, où je suis vraiment un battant, et là, je me reconnaissais même plus moi-même. Ouais, on reste tous humains, il y a des moments où on lâche, quoi. Donc, alors, j'ai pas... Ça a duré longtemps, ouais. Alors, moi, j'ai décidé d'arrêter. J'ai décidé d'arrêter complet. J'ai arrêté complet du jour au lendemain. C'est-à-dire que je fais partie de ceux qui ont rendu leur tablier en plein service en disant stop, j'en peux plus, hop, j'arrête. Comme ça, en plein service. Voilà, je voulais pas me brouiller, etc. Mais par contre, il fallait que je sorte de là très rapidement de ce milieu-là. Tu pouvais plus te voir les cuisines. Ah ouais, non, je pouvais plus rien voir. Et donc j'ai arrêté pendant l'espace de 3 ans. Du coup, quasiment, où je faisais de la cuisine passion, donc de la cuisine à la maison pour les amis, la famille, etc. Donc j'ai pas perdu la main, je me documentais toujours et tout, mais voilà, fallait que j'arrête la profession en elle-même. Et je suis devenu commercial dans la cuisine. Voilà, toujours en rapport du coup à la cuisine. Qu'est-ce qu'on fait quand on est commercial dans la cuisine? Alors du coup, c'est dans les magasins, je peux citer des marques type Cuisiner là, etc. Ah oui, d'accord. Tu vois, où tu rentres, tu veux une cuisine, et puis moi j'étais celui qui du coup dessine la cuisine, prend les mesures chez toi, et en plus du coup j'avais un bagou cool, parce que du coup je parlais de mon métier en même temps, quand je parlais de pratique, etc. Ah oui, du coup tu savais tout ce qui était pratique et tout. Du coup les gens ils écoutaient ce que je disais en disant attends, il sait j'avais pas pensé. Il a cuisiné et tout, donc ça m'a énormément servi. J'ai acquis aussi, je suis devenu de moins en moins timide parce que dans ce parcours professionnel en cuisine, j'étais quelqu'un de très réservé quand même, voilà. Ouais. Donc de parler aux gens. T'as pas le contact avec la clientèle en soi? Non, pas du tout. Et là, ce métier-là m'a appris ça. Voilà, ça m'a appris ça. C'est fou tout ton parcours finalement t'a apporté plein de choses. C'est exactement comme ça que je le vois. Pourtant, tu vois, le commerce c'était vraiment un peu du hasard. C'est-à-dire que
tu sors d'un métier où tu es toujours à fond et du jour au lendemain tu te retrouves à rien faire. Moi, il est hors de question que ça dure plus de 2-3 semaines. Il me disait, tu trouveras pas du boulot. Et regarde, hop, il y en a partout. Tac, et ça va peut-être m'intéresser. On va essayer de faire ça. Puis bingo, parce que ça m'a plu tout de suite. T'as fait ça longtemps, ouais. 3 ans. 3 ans. 3 ans où j'ai jamais aussi bien gagné ma vie. C'est-à-dire que même par rapport à aujourd'hui, j'ai jamais aussi bien gagné ma vie, parce que quand tu es commercial, plus tu vends, plus tu gagnes. Plus tu gagnes, t'as les primes, t'as donc ça, j'étais le meilleur de ma boîte, toujours en compétition avec tout le monde. Et du coup, je vendais à tour de bras, sauf que je me suis rendu compte qu'au final, il y a le salaire, t'as les horaires qui sont plutôt cool au final. Ouais, t'as tes week-ends. Mais je me fais chier. Ouais, voilà. Je me fais chier. Tu retrouvais plus la passion que tu avais quand... Non, et puis très vite, je commençais à m'ennuyer et je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et c'est de là que l'idée m'est venue, parce que j'en ai entendu parler. Je voulais retourner dans la restauration. J'avais le pécule pour retourner dans la restauration, parce que j'avais mis de côté en attendant. Donc je m'étais dit, je vais y retourner, mais cette fois-ci pour moi-même. Voilà. À ton compte. Et qu'est-ce que je fais? Alors, le restaurant, c'est un peu risqué, l'investissement. Je pense toujours au petit bonhomme qui est là à côté, pour qui, on peut prendre des risques, mais faut considérer ces risques quand même. Oui, bien sûr. Et... T'es plus tout seul, c'est ça? Non, t'es plus tout seul. Voilà. Et là, la vogue, c'est le food truck. Ah, donc, c'est l'émergence du food truck en France. À mon époque, quand moi j'ai eu mon premier food truck, c'était toujours vu comme les camions de malbouffe, où tu sais pas trop... C'était à quelle époque, à quelle année ça? Du coup, il y a 8 ans. Donc, du coup... 8 ans, je suis pas bonne en calcul mental. Ouais, j'allais dire 2016. Ouais, 2016. En 2016. Du coup, j'arrive, moi, à l'époque où les gens sont pas trop habitués à aller au food truck, où ils se disent que c'est des camions un peu sales, un peu chelous. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Et je décide à ce moment-là de faire du burger, parce que c'est un produit que je consommais énormément quand j'étais dans la restauration, énormément quand j'ai été commercial, et qui a une image de junk food, de produits de mauvaise qualité. Et le véritable pari, c'est que je me suis dit, moi aussi, je veux faire du burger de qualité, avec des produits de qualité, et avec le bagage que j'ai, en fait... Tu peux faire des trucs de fou, quoi. T'avais tellement d'idées. C'était... Je me suis dit, ça va, pour un démarrage, c'est easy, en fait, c'est totalement contrôlé, et c'était l'émergence également du food truck, allez, go. Voilà. Donc, premier food truck lancé. En 2016, du coup. En 2016, voilà. Compliqué dans les débuts. Ouais. Et puis... C'est quoi, le temps que les gens te reconnaissent? Le temps que tu trouves tes emplacements, déjà, parce que tu fais des erreurs au début, tu te dis, je vais me mettre là, ça va marcher, ça prend pas, parce qu'il y a très peu de passages, très peu de visibilité. Et t'étais où, là, dans le secteur? Alors, Paris, non? Non, j'étais dans l'Oise. Je faisais 3 spots différents par semaine. Okay. Et quand ils se sont mis en place, voilà, c'était 3 spots par semaine, et le temps que le bouche à oreille aussi se fasse, ça j'avais du mal à le comprendre, en me disant, mais attends, ils sont bons, pourquoi il y a pas full? Et puis petit à petit, t'as les gens qui viennent en me disant, on m'a dit que, et puis au bout d'un an... les gens, après, ils ont, tu sais, leur rendez-vous. Moi, je me rappelle avec ma sœur. En fait, tu deviens, parce que je faisais, essentiellement des villages dépourvus de commerce, etc., et tu deviens le rendez-vous. C'est-à-dire que les gens se disent, voilà, il faut y aller, il est là. C'est ça que je te disais, ouais. Et tu leur expliques aussi, ils te disent, mais combien de temps vous allez être là? Mais tant que vous êtes là, je leur disais, mais plus vous serez là, plus je serai là. Donc ils jouent le jeu en se disant, tiens, il faut y aller parce que le gars, s'il bosse pas, il va pas rester. Va partir, et donc, au bout d'un an, la machine était lancée et j'étais complet tout le temps. C'est-à-dire que, quand je dis complet, c'est-à-dire que le camion, ça fait une certaine taille. T'as aussi un temps imparti à l'heure à laquelle les gens mangent. Ouais. Au final, j'étais toujours plein. Donc, ça pendant 5 ans. Donc, ça pendant 5 ans. Alors, on va dire 3, parce que 1 an pour se lancer. Puis après, j'ai commencé la compétition que j'ai pas gagnée tout de suite, donc qui m'a fait aussi de la pub. Et puis après, 3 ans plein. La Coupe de France de burger. Coupe de France de burger. Voilà. Donc, la première, j'ai commencé en 2018. Ah, tu l'as pas eu, t'as pas été champion. T'as pas été champion de France au premier coup. Non, je suis un acharné. Ah oui. Non, en 2018, top 100, en 2019, top 100, en 2020, top 100. T'as rien lâché. Ouais. On voit ça depuis le début, tu le dis, j'ai charbonné et tu lâches rien. Ah non, je lâche rien, c'est quand je fixe des objectifs et j'y vais pas à pas, c'est-à-dire que j'en mets pas 10 000 en même temps, mais par contre, quand j'en ai un, tant que je l'ai pas fait... Ouais, tant que tu l'as pas eu... Voilà, je relâche pas, non. Et 2021, j'accède enfin aux phases finales.
où je goûte au sang, comme je dis, parce que du coup, je finis 3e. C'est pas la marche la plus cool. Donc, ouais, mais bon, voilà, non, mais il y avait un goût de reviens-y encore plus fort, quoi. Enfin, la fois que tu cartes. 3 fois. 2022, je mange un très gros coup d'arrêt parce que du coup, je fais pas partie des 5 derniers finalistes. Pourtant, je fais partie des 25. Donc, tu te dis, tu fais encore moins bien que l'année d'avant. Ouais. Et à ce moment-là, du coup, je me remets totalement en question en me disant, c'est bien, t'es dans ta région, t'es le plus beau, t'es le plus fort, etc. C'est bien. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Comment on passe à l'étape supérieure ? Comment on devient champion de France ? Donc, je me suis entouré. J'ai arrêté de bosser tout seul comme un forcené, donc je me suis entouré. J'ai arrêté de faire goûter mes créations uniquement à la famille pour la compétition, donc plusieurs palais. J'ai étudié aussi énormément tous les autres burgers et bah, ça a matché parce que au final quand j'ai fait 2023 et que j'ai mis tout ça en place, même à la compétition, enfin j'y participais mais comme un sportif, c'est-à-dire que je me laissais pas distraire par les autres concurrents où d'habitude t'es en train de discuter, rigoler, etc. Cette année-là, en fait, j'étais pas venu pour rigoler. Voilà, j'avais les écouteurs, je parlais à personne. Voilà, j'étais là, genre non, c'est pas, il faut que je gagne, c'est je vais gagner. Ouais, c'est je vais. Voilà. Ah oui, t'es carrément je viens parti, et je vais gagner. Et j'ai eu un coup d'arrêt parce que j'ai eu des soucis au boulot entre-temps où j'ai eu une mutinerie personnelle et je me suis retrouvé tout seul. Parce que là, on a oublié une étape. Nous, on est resté au food truck. Au food truck. On est resté au food truck. T'as commencé les concours. Voilà, j'ai commencé les concours et j'étais au food truck, voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? À force d'être plein, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait ? On va monter un restaurant. Voilà. Ok. Et donc j'ai ouvert mon premier restaurant, donc avec mon associé, qui lui avait déjà un bar et il possède une marque. Et donc du coup, on bossait ensemble dans ce fameux château dont j'ai parlé tout à l'heure. Ouais, ok. Donc lui était en salle à l'époque, moi j'étais en cuisine et on était du coup les grandes gueules. Enfin voilà, on aimait que le boulot soit bien fait et quand le boulot n'allait pas, etc. Ouais, bien sûr. On était très taquins, on s'est pris la tête avec beaucoup de nos collègues, mais jamais entre nous. Ah oui. Voilà, parce qu'on avait un peu la mentalité du travail bien fait. Voilà, on vient, on travaille, on fait choses bien. Puis des fois, t'as le feeling avec... Donc quand il est venu me chercher en me disant « Est-ce que ça t'intéresse qu'on développe la marque et que du coup tu gères la partie restaurant ?» Je me suis dit « Ouais, déjà je serai plus tout seul. » Oui, c'est ça. Mentalement. Et voilà, c'est un projet. Ah oui, parce qu'au food truck, toi, t'étais tout seul. Toi qui t'es habitué toujours à... Ouais, j'étais tout seul, ouais. Ouais, c'est dur quand même. Donc, alors là, c'est bien d'être accompagné. C'est bien d'être accompagné au niveau surtout du business. C'est-à-dire que pour développer, etc., t'es plus tout seul à tout décider. Ouais. Même si au final, t'es pas d'accord et que tu finis par le faire, au moins t'as eu une objection à la chose. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Qui te fait te remettre en question, etc. Donc, je pense que j'avais besoin de ça à ce moment-là. Il m'a tendu la main et puis c'est parti. Il est dans un bar en face à 20 mètres, j'ai le restaurant à 20 mètres, personne n'interfère chez l'un, chez l'autre. Mais du coup, voilà, on a pu grandir ensemble à ce moment-là. Et ta clientèle de food truck t'a suivi ? Alors, elle m'a suivi en sachant que je me suis installé donc toujours dans ma région, mais à l'endroit où j'allais pas du tout avec mon food truck. Mais je suis en plein centre-ville, je voulais pas un centre commercial. Et c'était le seul centre-ville dans ma région qui est encore vachement dynamique, où c'est mignon, où les gens prennent le temps de sortir et de consommer en centre-ville. Donc je me suis installé dans cet endroit-là, et puis ça a pris tout de suite. Voilà, ça a pris tout de suite. Alors, pas être complet tous les jours, tous les services, mais ce qui suffisait pour vivre, pour être solide, pour être solide, pour être solide d'entrée. On avait des prévisionnels, parce qu'on fait des prévisionnels quand on monte des boîtes, où dès les premiers mois, on faisait déjà 20% de plus que ce qu'on avait imaginé. Donc, comme quoi, ça sert à rien des prévisionnels. On fait toujours plus que nos prévisionnels. Mais il faut les faire et être très alarmiste en se disant, voilà, si on fait ça, on survit. Voilà. Oui, à partir du moment où ça se passe mieux, tant mieux. Et on sait très bien que si ça chute, il faut pas que ça chute en dessous de ça. Donc non. Et t'as été suivi par des banques ou tu es toujours autofinancé tout seul ? Alors dès que le projet a émergé et qu'on a commencé à en parler autour de nous, la presse locale s'y est intéressée parce que chez moi, alors je me la pète un peu, mais chez moi, je suis le roi du burger. Hein. Dans ma région, tu parles burger, tout le monde va te dire va chez Mathias. Mais bien sûr. Et du coup, la presse s'y est intéressée, donc ils ont écrit un article en disant que voilà, on allait monter quelque chose. Et figure-toi que c'est la banque qui est venue me chercher. C'est-à-dire que la banque est venue me chercher avec les articles de presse en disant nous, on veut bosser avec vous en fait, on veut vous financer votre projet.
Je crois que c'est rare. Et puis c'est là où tu te dis, toutes ces heures de travail, etc., font que aujourd'hui, on te fait assez confiance pour pas attendre que tu viennes les voir. Et ça c'est donc on a financé le projet rapidement. Même pour toi, tu t'es dit, j'ai pas fait tout ça pour rien. Non, surtout, de 15 ans à là, quoi. C'est il y a 2 ans, j'avais 29 ans à ce moment-là. Tu te dis, j'en ai chié, et puis au final, ça commence. Ça valait le coup, quoi. À prendre forme, c'est ça. Ça valait le coup. Donc le restaurant monté. Le restaurant monté. Et donc après, t'as fait. Donc c'est après le restaurant. Alors voilà, donc non, parce que tu continues. 1 an. Tu continues en fait chaque année. Combien de temps t'as fait les championnats du coup, depuis 2018 à 2023. Ah ouais. De 2018 à 2023. Et en 2022, du coup, le restaurant vient à peine d'ouvrir. Donc c'est là où je bide, où je fais une mauvaise année. Et c'est là où je m'entoure après, en 2023. Donc là, le restaurant a 1 an. Je le dis souvent, mais s'entourer, c'est hyper important. C'est hyper important. Autant professionnellement que dans la vie. Rien que pour ce que j'ai dit tout à l'heure, pour avoir des objections. Même si tu les écoutes pas, au moins tu les as eues. Et ça te permet en fait de prendre les décisions après. Est-ce que je change quelque chose? Est-ce que je continue? Ouais, t'as raison. Ouais. Voilà. Donc c'était véritablement, je pense la force de cette année-là. Beaucoup de gens n'ont pas compris comment ça a été possible que je survole cette compétition-là, notamment certains de mes concurrents. Mais c'est que... Et ce qui t'a fait changer du coup, c'est parce que c'était quoi? C'est une recette que tu reprenais chaque année, que t'améliorais? Non, t'as un thème par rapport à... t'as un thème qui change tous les ans. Et donc, du coup, le thème cette année-là, c'était le rock'n'roll. L'établissement de mon associé étant... C'est vaste comme sujet? C'est hyper vaste. Rock'n'roll, moi tu me dis rock'n'roll, moi je suis pas dans le burger, mais... Moi ça m'est venu tout de suite, tu vois, tu choisis un point et après tu construis autour. Et rock'n'roll, pour moi, Rolling Stone, c'était lié à mon père, donc du coup j'ai pensé Rolling Stone tout de suite, en disant c'était son groupe où il me saoulait avec... Je l'ai tellement entendu. Voilà, je pouvais pas prendre autre chose. Et après, j'ai pris un titre, et j'ai pris le titre Paint in Black. Ok. Je l'ai écouté. C'est assez bizarre, on pourrait se dire, c'est un burger, c'est bon. Non, j'ai écouté le titre mais c'est fou, matin et soir sur la route pour aller au boulot, pour rentrer au boulot. Et j'ai écouté. Et après, du coup, je suis pas mauvais en anglais, je suis pas très bon, mais celle-ci est facile à traduire quand même dans l'idée. Et puis moi, je suis très mauvaise et je la connais pas. C'est vrai. Bon, si tu l'écoutes, c'est sûr que tu l'as déjà entendu. Je l'écoute que ce soir. Ouais, c'est sûr. Et du coup, je me suis imprégné de ça et j'ai fait un burger par rapport à ce titre. Pourquoi est-ce que dans le titre, il parle... Alors, il parle aussi d'une forme aussi de... Enfin, comme ça que moi aussi je l'interprète, une forme de dépression aussi. D'accord. Tu vois, une histoire de ma vie. Un passage de ma vie. Et il parle dans les grandes lignes que tu commences à tout repeindre en noir. Tu vois, quand ça va pas, etc. Ok. Et donc, du coup, moi, j'ai travaillé ce burger avec différents codes où, au final, vu qu'on est sur la Coupe de France de burger, j'ai décidé de faire de la langue de bœuf dans un burger. Oui, donc ça, je me suis fait spoiler un peu, j'ai vu. Voilà. C'est langue de bœuf. Donc, de la langue de bœuf, mais ça, c'était en référence au logo des Rolling Stones. Tu vois, cette fameuse bouche et la langue qui sort. Parce que tu expliques ton projet, tu bosses pas que le burger. Tu bosses le burger, l'histoire qu'il y a autour, etc. Voilà, les jurys savent tout, quoi. Ouais, ils savent tout. Okay. Ils savent tout pour aussi être imprégnés quand ils mangent, pour comprendre pourquoi on t'en est arrivé là, tu vois. Oui. Et j'ai pris la langue de bœuf, je me suis dit ça c'est un parti pris, c'est clivant, et du coup il y en a beaucoup qui vont dire ton truc je veux pas le manger, mais tu vas le goûter. Ouais, incroyable. Non, mais c'est super. Ah ouais, et bien entouré aussi, tout ça, tout réfléchi ensemble, voilà. Et alors, je t'en parle de ce burger-là? Ah, bien sûr, parlons-en. En gros... Fais-nous saliver. En gros, t'as un pain qui est travaillé de manière totalement aléatoire, donc c'est-à-dire que j'ai 2 pâtons, donc 2 morceaux de pâte, un noir, un blanc, que je mélange totalement aléatoirement, et ça, c'est en référence donc au côté peinture du type Paint in Black. Ok. Et du coup, tu te retrouves avec un pain unique, parce que je peux en faire 10, il n'y en aura jamais aucun qui aura la même tête. Du coup, au restaurant, ils ont des numéros, mes burgers. Donc, si tu manges un Paint in Black chez moi, tu manges le numéro 163. Parce que comme il est unique, tu vois, moi, je trouve ça cool de les numéroter. Ah, c'est sympa, ok. Voilà. Et donc, du coup, langue de bœuf, que j'ai travaillé en jerky. Donc, en jerky, pour faire court, c'est la viande séchée que les Américains, ils achètent dans une station essence qui est assez fine, qui se mettent sous la dent et qui finissent par mâcher. Du coup, j'ai fait, en fait, sécher la langue de bœuf. Donc,
travail de dingue où au final je dois l'éplucher à la crue, je dois la rouler, la surgeler pour la couper comme un carpaccio, la faire mariner 24 heures, la faire sécher au four, et donc du coup ça n'a ni l'aspect, ni l'odeur, ni le goût. Mais du coup tu as quand même de la langue de bœuf dans le burger. Incroyable. Donc ça, et puis après j'ai travaillé tous les codes de la fameuse recette française qui est la langue de bœuf sauce piquante. Donc... T'as la photo je crois sur Insta. Ouais, j'ai la photo. Mais on vous affiche la photo du burger. Et du coup, t'as un steak qui est travaillé avec de l'ail noir, de l'estragon. De l'ail noir, de l'ail noir. Ouais, c'est un ail que tu mets dans un autocuiseur, entre guillemets, pendant des heures, et en fait, il finit par devenir confit et tout noir. C'est de l'ail qui a un goût vraiment très très puissant, mais qui te laisse pas, tu sais, cette vieille haleine quand tu manges de l'ail, tu vois. Et moi je suis intolérante à l'ail. Ah ouais? En vrai, intolérante au niveau de la digestion? Ouais, je le digère pas, je suis malade. Je suis sûr que celui-ci, tu pourrais le manger, tu vois. Ah ouais? Ouais, je pense que celui-ci, tu pourrais le manger. Alors après, ça vaut une fortune, hein, parce que du coup, il y a un long travail sur l'ail, mais c'est un goût très puissant et j'appréciais le produit, donc je l'ai intégré à l'intérieur. De l'estragon, ouais, sel, poivre, tac, tac. La sauce en dessous, c'est une sauce bulldog pour reprendre la sauce tomate de la langue de bœuf sauce piquante. Donc, c'est une sauce un peu tomatée, japonaise, légèrement relevée. Ok. Et tu avais une relish pour faire office de cornichon, toujours par rapport à la recette française. Une relish où je l'ai travaillée avec des concombres, des poivrons et du piment végétarien. Okay, donc tout ça nappé avec une sauce cheddar, un crémeux cheddar à l'encre de sèche pour avoir ce côté noir qui coule sur le burger et qui te fasse toujours référence à la peinture. Incroyable. Voilà. Et puis il faut savoir marier tout ça, les goûts, les ingrédients. Ça a été beaucoup de petits essais. Déjà pour la langue de bœuf, ça a été un enfer. En vrai, j'ai dû passer 20 langues de bœuf avant d'avoir un résultat qui soit à la hauteur de mes attentes. Au début, il était question de faire un palais, de faire de la langue confit. J'ai essayé, réessayé, et au final, on m'a dit, est-ce que tu as pensé à faire de la langue séchée? Bah non. Allez hop, j'essaye. J'ai mangé, je me suis dit, c'est incroyable. Personne n'a jamais fait ça. Donc, et quand les jurys ils ont goûté, qu'ils ont vu, tu vois, tu sens que... Alors, moi, je savais que c'était gagné à partir du moment où, quand je suis passé, sur 5 juges, il y en a 2 qui m'ont dit, mais c'est toi, parce qu'ils ont déjà les textes. Ils m'ont dit, mais c'est toi, le gars qui a mis de la langue de bœuf dans son burger. Je dis, ouais. Ils m'ont dit, oh non, mais nous, on n'aime pas ça du tout. Et là, je me suis dit, c'est gagné. Parce qu'il va s'attendre à manger la fameuse langue de bœuf qu'il n'aime pas. C'est ça. Et quand il va manger ça, il va se dire, mais il est fou, ce mec. Comment il a pensé à faire ça, etc. Et donc, du coup, j'étais dans mon élément. J'ai été jusqu'au bout de mon étape. Et à ce moment-là, donc, on passe au délibéré pour ça. C'est la demi-finale, donc pour savoir si on va en finale. Donc je gagne, donc je suis heureux comme tout, et t'as les retours de juges à ce moment-là. Tu vas discuter avec eux, etc. Et là, c'est super, là, c'est là le moment le plus intéressant. Ils me disent que depuis le matin, en fait, je suis le premier qui fait l'unanimité. C'est-à-dire que t'as 5 juges, et que tout le monde a dit, en fait, il n'y a pas photo, c'est lui le meilleur burger. Tu vois, il n'y a pas eu à dire, bon, moi je préfère celui-ci parce que, et celui-là peut-être, moi. Ils m'ont dit, t'as fait l'unanimité. Ton truc, il est incroyable, ne touche à rien pour la finale. Je vois pas comment ça peut pas gagner. Entre-temps, tu sais, t'as des gens un peu du public, des gens de la presse qui ont eu des petits bouts, qui ont goûté. Ouais, bien sûr. Et là, tu rentres dans une mauvaise phase où tout le monde est en train de te dire que t'as déjà gagné. T'as pas fait la finale, mais tout le monde est en train de te dire... Ouais, t'as plus... Ouais, comme on dit, t'as plus ce sentiment de... où tu vas gagner, quoi. Non, où tu te dis, il va falloir que je me batte pour et que tu vas faire les choses bien. Mais là, t'as tout le monde qui vient qui te dit, ouais, mais laisse tomber, c'est dans la poche. Oh, incroyable ton truc. Putain, tout ce que j'ai mangé depuis ce matin. Ça te fait une pression en plus, quoi. Mais de dingue. Au point où, au bout d'un moment, je suis parti. J'en avais marre d'entendre que c'était fait. J'ai remis mes écouteurs. Et puis, je me suis isolé. Laissez-moi gagner tranquille. Parce que t'as 3 ou 4 heures avant de passer en finale. Donc, tu fais de la presse entre-temps. Et puis après, j'ai été m'isoler en me disant, non, on reste focus. Faut pas mettre la charrue avant les bœufs. J'ai rien gagné du tout pour l'instant. La finale se déroule. Je refais les choses, mais je pense au millimètre près pareil qu'en demi-finale. Et arrive le délibéré où j'ai gagné. Tu gagnes. Et là, j'en reviens pas. Et je suis très, très émotif. Donc, du coup, je pleure. Mais là, tu m'étonnes, tu relâches tout. Voilà. Il y avait un YouTuber, je sais pas si tu connais Flo Henner, un YouTuber food. C'est un très gros YouTuber food qui était là sur la compétition. Il m'a le pack tout de suite après avoir gagné pour faire une interview.
Et je lui dis, mais arrête tes conneries, non, je pleure. Et lui, il dit, on s'en fout, ils adorent ça, vas-y. Non, mais j'arrivais pas à m'arrêter. J'arrivais pas à m'arrêter. C'était encore une consécration par rapport à tout ce que j'avais vécu par le passé. Bien sûr. Tout ce que je vivais aussi dans mon restaurant où c'était pas cool, mais ça, c'était vraiment au niveau personnel à ce moment-là. Ouais. Et je me suis dit, j'ai enfin réussi à le faire, quoi. Et c'est génial. Oui, et puis toutes ces années où tu as essayé de le gagner. De gagner aussi, de me battre, et les échecs aussi, tu sais, quand tu subis des échecs à répétition, j'ai quand même eu des phases de quelques mois où je me dis, bon, allez, c'est bon. Je comprends. Ouais, mais non, tu peux pas, Mathias. Allez, on y retourne. Non, il faut toujours se relever. Ouais. Voilà, faut recommencer. La preuve. Ouais, la preuve. T'as rien lâché, quoi. Preuve, ouais. Donc, c'est devenu la grande folie du jour au lendemain dans mon restaurant. Oui, parce que du coup, ça a dû faire parler vachement, du coup. En tout, j'ai fait, en l'espace de 72 heures, j'ai fait à peu près 42 interviews, que ça soit de la radio, de la presse ou des télévisions essentiellement locales. Mais j'arrêtais pas, et donc du coup, le restaurant était fermé pendant ce temps-là. Okay. Moi, je préparais la réouverture parce qu'on travaillait déjà très bien, mais là, je savais qu'on retournait en Afghanistan, comme à l'époque. Ouais. Donc, et que les gens allaient m'attendre aussi. Donc, t'as cette pression en disant... Et de goûter ce burger. De goûter ce burger que j'ai pas fait tout de suite. Ah ouais, d'accord. Que j'ai pas fait tout de suite parce que je voulais que ça se calme un peu, la hype. Parce que le problème, c'est que tous mes burgers sont bons. Et que les gens allaient venir que pour ça. Que pour celui-là et pas les autres. En sachant que s'il y a quelque chose que t'aimes pas dedans, qui est trop clivant pour toi, ne serait-ce que l'ail noir, tu vois, ce genre de choses, bien sûr. Je voulais pas que les gens se forcent à le manger en se disant c'est le burger champion de France, je vais forcément aimer. Et avoir des critiques après qui soient pas du tout constructives, alors que si tu avais pris un autre burger à côté, tu l'aurais forcément aimé, tu aurais compris que voilà, la démarche est la même sur les produits, etc. Donc moi, j'ai pris le parti de pas le faire tout de suite. D'accord, ok. Et puis, à ce jour, c'est le burger d'une vie, parce que voilà, j'ai été champion de France avec ce burger, et je voulais pas m'en dégoûter. Ouais. Qu'il soit mangé par les mauvaises personnes, que la critique soit pas bonne, et que... Et tu l'as lancé au bon moment, finalement ? Je l'ai lancé 3 mois après. 3 mois après. Je l'ai lancé 3 mois après, et je le fais pas tout le temps, même encore aujourd'hui. Ah, ça va être des éditions limitées. Ouais, je le fais pendant 1 mois, à chaque fois que je change de carte, et moi je change de carte à chaque saison. Donc du coup, tu l'as pendant 4 mois au restaurant. Voilà. Ah, c'est super intéressant. Et en quantité limitée, c'est-à-dire que j'ai des quantités par service qui font que tu couvres pas tout le restaurant avec le burger. Je veux vraiment que ça soit... Enfin, pour moi, je considère que c'est une œuvre d'art. Oui. Elle ne sera pas goûtée malheureusement par tout le monde et à petite... Oui, voilà, et à petite échelle. Et comme pour l'instant, je suis censé le faire tout le restant de ma vie, voilà, moi aussi, je garde la passion de le faire. C'est pas devenu un objet de commerce où je fais que de le vendre, de le vendre. C'est pas mon truc. Ok. Et t'as combien de burgers à la carte aujourd'hui ? Alors, j'en ai 4 qui sont à chaque saison, donc fixes. Ok. Et puis après, j'en ai 1 tous les mois, donc qui est une création travaillée très fortement, par exemple, comme le Paint in Black, où je vais vraiment chercher une histoire, etc., autour du burger. Ah ouais. Et puis après, tu as toutes les déclinaisons, que ce soit en VG ou ah oui, tu as ça, tu as végétarien, végétarien qui est revenu aussi. C'est ça. Vachement. C'est ça. Donc, et tu fais que du burger maintenant ? Et je fais que du burger. En soi, tu as toujours fait que du burger. J'ai toujours fait que du burger. Quand j'ai ouvert le restaurant, j'ai essayé de faire autre chose. Mais les gens venaient que pour ça. En fait, donc ça servait à rien de faire autre chose. Les gens venaient que pour le burger. Et toi, passionné de burger, de toute façon ? Bah ouais, je continue comme ça. T'es resté... Et ça te manque pas la cuisine traditionnelle ? Ça me manque un peu. Ça me manque un peu et du coup, je pense qu'à l'avenir, je vais ouvrir un autre établissement qui sera lié à ça et où les gens vont devoir s'habituer à manger autre chose en mangeant chez moi. Du burger. Parce que je sais faire plein d'autres choses. Et là, les projets à venir, c'est quoi ? Alors les projets, je devrais ouvrir un nouvel établissement en fin d'année. Ok. Qui sera toujours axé très street food, parce que c'est aussi ma marque de fabrique. Ok. Donc, on aura de la cuisine du monde cette fois-ci. Il y aura évidemment des burgers dans cet établissement-là. Donc, rien n'est fait à 100%, mais c'est en bonne voie. Et puis, pour la fin d'année. Les championnats du monde qui vont être la prochaine étape au mois de novembre. Donc là, tu tentes le championnat du monde. Bah ouais, parce que je pensais qu'être champion de France allait me calmer. Et non, t'as envie toujours plus. Bah non, au bout de 2-3 mois, je me disais, c'est bien, t'es champion de France, mais maintenant on fait quoi ? Et là, comment ça se passe ? Vous êtes combien ? C'est où ? On est en équipe. Ok. Donc on est en équipe et ça se déroule à Indianapolis, donc aux États-Unis. Incroyable. Et donc t'es plus tout seul, encore une fois. T'es plus tout seul et du coup là c'est pareil, demi-finale, finale. On a un thème
en juin pour le mois de novembre, mais par contre, si tu es finaliste, tu l'as 48 heures avant, et à l'américaine, du coup, hein, tu as 48 heures pour faire une bombe atomique qui va devenir champion du monde. En plus, ils sont forts là-bas pour les... Ah, ils sont forts. Non, je sais pas. Oui et non, dans le sens ça a changé ou quoi? Ils sont forts pour eux. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes palais. Tu vois, chez eux, ils mangent la viande bien cuite, quoi qu'il arrive. Donc, tu vois, pour nous, c'est plus compliqué d'aller là-bas. Et je pense que c'est un véritable exploit dans le sens où nous, on va devoir changer certains codes de notre manière de manger et de faire du burger pour pouvoir leur plaire à eux, en fait. Ouais. Mais en gardant quand même une touche à la française, tu vois. Il y a 2 fois plus de boulot que eux qui vont... Ouais. Parce que t'as des Asiatiques, t'as des Français. Mais oui, il faut... Et c'est à nous de nous adapter parce que les juges là-bas sont 100% américains. Oui, j'allais te dire qu'il n'y en a pas de plusieurs pays, non. Du coup, ça va être à nous de nous adapter à leur palais à eux. Et tu continueras même si tu l'as pas là? Non, celle-ci, je vais la one-shot. Je vais retourner comme à la Coupe de France de burger, les écouteurs dans les oreilles. Ouais. Non, j'espère, bien évidemment, ça serait trop prétentieux de dire que c'est sûr que je vais gagner. Mais on a une belle équipe et on se prépare pour y aller une bonne fois pour toutes, qu'une seule fois. Ouais, qu'une seule fois. Ouais. Oui, en plus, là, tu pars en équipe, donc vous êtes combien là? On est 4. On est 3 sur le floor, il y a un remplaçant et après, on a un coach aussi. Ah ouais, un coach? Ouais. Bah, t'as toute la partie à l'américaine où il faut faire le show quand tu présentes ton burger. Donc, c'est incroyable, ça. On s'est entouré d'un Français qui est expatrié du coup à Miami, qui s'appelle Jérémy Moscovici, qui a participé à Top Chef, si je dis pas de bêtises, j'espère qu'il m'en voudra pas, en 2014. Et okay. Donc un finaliste, mais lui est expat, il est chef privé du coup à Miami, et je l'ai contacté en lui disant écoute, je suis champion de France, je veux participer au championnat du monde, ça te branche de nous suivre dans l'aventure? Il a répondu présent tout de suite, et du coup bah on a des calls entre Miami et la France, et j'ai une partie de mon équipe qui est à Dijon, donc et là t'es bien là dans ce que tu fais là maintenant? Tu te sens bien d'avoir trouvé ta place? Enfin, t'as eu cette période où t'étais pas très bien? Ouais. Là, tu sens que dans ce que tu fais, là, t'es bien. Totalement. Enfin, j'aborde la cuisine aussi d'une manière totalement différente. Aujourd'hui, c'est mon gagne-pain et c'est même mon 3e enfant, parce qu'entre-temps, j'ai une petite fille et puis le restaurant, c'est un enfant à moi. Bien sûr. C'est ce qui me fait vivre aussi. Et puis, du coup, j'ai aussi toute une partie aujourd'hui où je signe des burgers, que ça soit chez Seth Gecko ou que ça soit chez Valouz. T'as fait des collaborations. Ouais, j'ai des collabs, donc ça te permet d'appréhender le métier de manière différente. J'ai beaucoup voyagé du coup maintenant, donc je fais aussi des salons pour des marques, ce genre de choses fait qu'aujourd'hui je suis épanoui dans mon métier. Ouais, voilà. tu es pas renfermé que dans ton resto, voilà, non. Tu fais plein de choses. Non. Et l'accélérateur, par contre, à cette nouvelle vision du métier, c'est la Coupe de France de burger. Alors moi, j'ai un restaurant, du coup, le restaurant est à Compiègne, en plein centre-ville, et du coup, c'est le Red Bear. On mettra l'adresse. Exact. J'étais bouche bée, j'ai même pas beaucoup parlé. C'est moi, je sais, dès que je suis lancé, je suis une pipette. Mais non, mais même pas, tu vois, ton parcours est intéressant, hyper captivant. C'est pour ça que j'ai demandé de l'eau avant de commencer. Ouais, bois, tu peux boire. Mais écoute, Mathias, j'ai pas d'autres questions, quoi. T'as un parcours de dingue, je sais pas si tu t'en... Bah, si, bien sûr que si. Je parle pas des détails de ma vie, etc. Mais j'ai eu vraiment des très gros soucis, que ce soit l'endroit où j'ai grandi, où aujourd'hui j'y passe. J'aime bien y repasser pour me rappeler d'où je viens aussi. De pas oublier. Voilà, j'ai eu une famille aimante étant plus jeune, j'ai vécu un divorce très jeune où voilà, du jour au lendemain, tu dois apprendre à vivre. Ça c'est arrivé à énormément de personnes. Ouais, je sais que c'est des périodes que moi j'ai très mal vécues, d'être papa très jeune. Mais il y a des gens qui se reconnaîtront en toi de toute façon. Voilà, et puis on continue et même encore aujourd'hui, j'ai des choses récentes qui bouleversent ma vie, mais je continue et je Mais c'est bien, il faut que tu gardes cette force. Exactement. Puis, à la fin, au moins, je me dirais que j'aurais toujours tout fait à fond. Oui. Pas de regret. Puis, tu es sur les réseaux maintenant. Mathias s'est lancé sur YouTube. Exactement, sur YouTube. Allez, pour l'instant, on lance gentiment, on fait une vidéo par mois. Mais c'est bien, j'ai énormément de travail. Donc, on fait une vidéo par mois. Et puis après, sur tous les autres réseaux, je suis déjà disponible, que ce soit Instagram, TikTok. Je fais pas de Snapchat. Non, moi non plus. Voilà. On est déjà bien, c'est parti. Ouais. Il y a trop de notifications déjà. Je mettrai tous tes réseaux en description. Avec plaisir. Mais merci beaucoup, Mathias. De rien. D'être venu. Ouais.
Et merci à vous de nous avoir regardés et écoutés. On se retrouve dimanche prochain. Et surtout, abonnez-vous. Je l'ai dit tout à l'heure, mais abonnez-vous.